Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. J'espère que vous apprécierez ce nouveau décor. J'ai essayé d'apporter un petit peu de soin dans le cadre de mes vidéos. Aujourd'hui, vidéo de débriefing de mon tour du Mont Blanc est plutôt orientée sur 6 astuces que j'ai sélectionnées pour bien préparer votre tour du Mont Blanc. Alors bien sûr, ça va être des conseils orientés préparation de sac, mais aussi préparation physique. Donc vous allez voir ces 6 points-là juste après. Je fais cette vidéo sur la base de mon expérience personnelle et des questions que j'ai pu me poser lors de la préparation de mon tour du Mont Blanc et également des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc j'ai essayé de cibler les sujets qui reviennent le plus souvent. Évidemment, il y aura certains aspects que je n'aborderai pas et si jamais il y a des aspects que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas dans la section commentaires à poser vos questions. Je réponds à toutes les questions. On va parler dans cette vidéo de préparation physique, de planification d'itinéraire et de durée, de gestion de l'énergie, de gestion de la nourriture, de gestion de l'eau et même de la gestion des vêtements lors de votre trek. Allez, on est parti. Première astuce, la préparation physique. Alors pour la préparation physique, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois sur Instagram. Est-ce que c'est physique? Est-ce que je vais être capable de réaliser le tour du Mont Blanc? Parce que j'ai entendu un peu tout et son contraire sur le tour du Mont Blanc. J'aimerais connaître ton avis. Je vais essayer d'y répondre. Alors déjà, je tiens à préciser que je suis loin d'être un grand sportif, mais par contre, je connais mes limites, je connais mes faiblesses, et c'est le plus important. Donc comme je le disais, dans un premier temps, il faut connaître vos limites, il faut connaître vos faiblesses. Est-ce que ça va plutôt être une faible musculature au niveau des jambes par exemple? Est-ce que ça va être un souci de cardio? Est-ce que vous avez des soucis de pieds creux, pieds plats? Est-ce que vous êtes sujet aux ampoules? Et dans un deuxième temps, c'est préparer son corps à faire du dénivelé positif. Pour moi, le dénivelé positif, c'est beaucoup plus important que la distance puisque c'est plus consommateur de ressources et d'énergie. Alors attention, je dis pas que faire de la longue distance, ce n'est pas fatigant, je dis simplement que faire 30 km sur du plat ou faire 20 km avec 1500 de dénivelé positif, c'est le deuxième cas qui, pour moi en tout cas, sera beaucoup plus fatigant. Alors si vous avez la chance d'être proche de la montagne, c'est parfait. Essayez de vous mettre en condition de faire de dénivelé positif, du dénivelé négatif et de la distance dans les conditions que vous souhaiteriez faire votre tour du Mont Blanc. Et pendant ces randonnées-là, même si ça peut être des randonnées à la journée, concentrez-vous sur vos ressentis si vous avez une douleur quelque part pour que vous sachiez où sont vos faiblesses et essayez de résoudre ces problèmes, de comprendre pourquoi vous avez mal. Comme ça, vous saurez comment réagir si jamais ça vous arrive lors de votre tour du Mont Blanc. En plus de ça, avoir une proximité avec les montagnes, ça vous permettra de travailler en même temps votre cardio et en même temps la musculature. Si jamais, au contraire, vous êtes loin des montagnes, comme c'est le cas pour moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour travailler la cardio et la musculature en même temps, c'est d'aller en salle de sport et de faire le stepper. Vous savez, ces machines avec les marches là qui montent, c'est vraiment super efficace. Et après, si vous ne souhaitez pas payer un abonnement en salle de sport, ce que je peux comprendre, essayez de privilégier au maximum les sorties, essayez de faire du vélo pour renforcer votre musculature, faire du running par exemple pour renforcer votre cardio, et également aller marcher dans les conditions réelles de votre prochain trek. Ça s'applique à tous les treks, c'est-à-dire aller marcher avec votre sac que vous allez emporter lors de votre trek. Parce que en effet, marcher avec un sac de 10 à 15 kg, c'est pas la même chose que marcher avec un sac à vide. Donc essayez au maximum de faire des sorties avec votre sac pour vous mettre en conditions réelles. Donc pas trop d'inquiétude sur le TMB, c'est accessible à une majorité de personnes. Il faut simplement, pour moi, connaître ses limites, connaître ses faiblesses pour savoir comment réagir si jamais ça vous arrive lors de votre tour du Mont Blanc et de profiter au maximum de votre aventure. Alors la préparation physique en amont, c'est une chose, mais il y a aussi tout le soin que vous pouvez vous apporter à votre corps avant le trek. Par exemple, si vous avez des soucis de pied, des soucis de pieds creux, des soucis de pieds plats. Moi par exemple, j'ai les pieds creux, j'ai été chez un podologue qui m'a prescrit des semelles adaptées à mon pied. Si jamais vous êtes très sujet aux ampoules, il y a des produits qui existent pour préparer votre peau. Vous avez par exemple le Sprenoc, le tannant, qui vient renforcer, durcir la peau. Et ensuite, vous avez la crème, qui est une crème anti-échauffement et qui vient renforcer la peau et que vous pouvez appliquer 3 semaines à 1 mois avant votre trek et également tous les matins lors de votre trek pour retarder la formation d'ampoules. Également, si vous êtes sujet aux ampoules, l'objectif c'est d'essayer au maximum et de marcher au maximum avec les chaussures que vous allez porter lors de votre trek. Si vous achetez une nouvelle paire de pompes, et bien allez dans le magasin, essayez des modèles, réessayez d'autres modèles, revenez sur le modèle initial, faites ça plusieurs fois et également faites plusieurs sorties pour faire la chaussure à votre pied et pour voir si jamais vous avez des douleurs à droite à gauche pour que ça ne vous arrive pas lors de votre trek et que vous soyez sûr que ces chaussures sont bien adaptées pour vous.
La dernière chose que je conseille pour la préparation, c'est le conditionnement psychologique. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Si jamais vous partez avec un état d'esprit que ça va être dur, que vous allez en chier, etc., sans pour autant prendre en compte aussi qu'il va y avoir énormément de beaux, voire beaucoup plus de bons moments que de mauvais moments, effectivement, c'est exactement ce qui va se passer. Par contre, si jamais vous partez dans une bonne condition, un bon état d'esprit, que vous vous dites, ouais, ça va être dur, c'est vrai qu'il va y avoir des moments compliqués, mais par contre, je vais faire des rencontres, je vais voir des paysages exceptionnels, ça va être un accomplissement, ça va être génial, et ben le trek va beaucoup mieux se passer. Et je vous parle en connaissance de cause, puisque j'ai pu réaliser des treks sur exactement le même tracé, exactement le même itinéraire, dans les mêmes conditions météorologiques, mais avec un état d'esprit complètement différent. Autant la première fois, ça s'était plutôt mal passé, j'étais pas content de moi, et la deuxième fois, quand j'ai réalisé dans les mêmes conditions, le même tracé, quand j'étais dans un état d'esprit bien meilleur, et bien ça s'est beaucoup mieux passé. Et ça, évidemment, c'est valable pour plein d'autres aspects de la vie, donc toujours se préparer psychologiquement, avoir un bon conditionnement psychologique. Bref, pour conclure cette partie, un minimum de préparation physique, de la préparation en amont des soins à s'apporter, et enfin un bon conditionnement psychologique. Deuxième astuce, la planification de l'itinéraire et la durée. Alors la première question à se poser, c'est savoir exactement ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire de refuge en semi-pension? Est-ce que vous voulez faire de l'autonomie totale? Est-ce que vous voulez faire de la semi-autonomie? On va appeler ça comme ça. En fait, cette question va influencer sur la durée de votre trek. Par exemple, en raison de la distance entre les refuges, qui sont des étapes pour vous où vous arrêtez si jamais vous ne faites pas d'autonomie, ou alors des points de ravitaillement si jamais vous faites de la semi-autonomie, vous devez vous ravitailler en nourriture par exemple à un point donné, ou alors ça va encore influencer sur la durée de votre trek par rapport au poids de votre sac si jamais vous faites de l'autonomie totale. Et la durée va notamment dépendre de la planification de votre itinéraire. Pour ça, il faut bien connaître vos limites en termes de distance, de dénivelé positif et de dénivelé négatif. Après, pour le tour du Mont Blanc, vous allez avoir la durée moyenne qui correspond à 7 jours pour réaliser le tour du Mont Blanc, donc c'est-à-dire 170 km, 10 000 plus de dénivelé et 10 000 moins, et donc ça fait une moyenne d'environ 25 km par jour avec un peu moins de 1500 de dénivelé positif et négatif par jour. Après, pour des personnes qui ont besoin de prendre un peu plus de temps, on peut être sur 8 à 10 jours par exemple, et pour les plus chauds, 4, 5 jours, voire même 3 jours, là ça commence à cogner. Après, la longueur de l'itinéraire du tour du Mont Blanc peut varier, notamment avec les variantes, et ça peut faire redescendre le kilométrage total à par exemple 150 km. Ça dépendra de ce que vous comptez faire, dans quels endroits vous souhaitez passer. Bon, une fois que vous savez si vous voulez faire de l'autonomie totale, de la semi-autonomie, de refuge en refuge, vous pouvez vraiment attaquer la planification de votre itinéraire. Si par exemple vous souhaitez faire de refuge en refuge, vous allez pouvoir trouver la liste des refuges sur le site montourdumontblanc.com que je mets dans la description de cette vidéo. Pour de refuge en refuge, je conseille bien évidemment de réserver plusieurs mois à l'avance les refuges pour être sûr d'avoir une place, parce que dans les périodes classiques de réalisation du Tour du Mont Blanc, c'est-à-dire en juillet et en août, c'est des endroits qui sont très prisés, donc prenez-vous-y à l'avance. Si vous voulez faire plutôt en autonomie ou en semi-autonomie, localisez les zones de bivouac potentielles où vous allez vous poser les soirs, par exemple en étudiant les cartes IGN, en regardant des photos satellites pour voir les zones potentielles, les zones plates, parce que c'est pas lors de votre trek, pendant la montée d'un col, que vous allez poser votre tente. Donc il faut vraiment savoir lors de la préparation en amont, se dire bon ben je vais arriver en fin de journée au pied d'un col, est-ce que je me pose au pied du col parce que j'ai des zones d'endroits plats, ou alors est-ce que je fais la montée du col encore le soir et j'essaye de trouver une zone après le col, et donc il faut trouver cette zone là, sachant que c'est pas toujours évident, on est en montagne et trouver des zones plates c'est difficile, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question avant de où est-ce que vous voulez vous poser. Et petit avis personnel, se poser dans les cols pour moi c'est pas forcément une bonne solution, notamment sur le Tour du Mont Blanc, pour la raison que déjà les cols c'est fortement exposé au vent, donc vous allez pas forcément bien vous reposer la nuit, et également il y a du passage de randonneurs tôt le matin et encore assez tard le soir, donc vous n'allez pas forcément être dans des endroits où vous allez être tranquille, donc vous n'allez pas forcément pouvoir vous reposer correctement, et l'objectif de se poser, c'est de se reposer, tout simplement. Ça veut rien dire. Alors après, la réglementation, rapidement pour le bivouac, en Italie, on ne peut pas bivouaquer en dessous de 2500 mètres d'altitude. Ce que j'ai constaté lors du Tour du Mont Blanc, il y a plein de gens qui se posent quand même le long des sentiers sur le tracé du Tour du Mont Blanc, donc je sais pas s'il y a des contrôles souvent. Bref, ça c'est un choix qui vous appartient. Est-ce que vous voulez vous poser en tente ou pas, sachant que le seul moyen de se poser, c'est d'aller dans des endroits au-dessus de 2500 mètres d'altitude, et sur le tracé classique du Tour du Mont Blanc, il n'en n'existe pas, il faut prendre des variantes ou monter encore. Et sinon, la deuxième solution, c'est de vous poser dans des campings, mais malheureusement
malheureusement les campings en Italie, ils sont dans la vallée, donc il faut dévier du sentier du Tour du Mont Blanc et redescendre dans la vallée pour vous poser un camping. Je mets également en description de la vidéo un lien avec une carte qui recense l'ensemble des campings sur le tracé du Tour du Mont Blanc. Après, en Suisse, la réglementation est un petit peu plus subtile, vous n'avez pas le droit de bivouaquer en dessous du niveau des forêts, donc là pareil, il faut monter suffisamment en altitude pour être au-dessus de la forêt. C'est pas toujours facile non plus, comme en Italie, de se poser et de trouver un lieu de bivouac qui respecte la réglementation. Donc en Suisse, le plus simple, c'est de vous poser dans des campings. Là, vous avez plusieurs campings, notamment à Champex-Lac, à La Foulie, et qui se trouvent sur le tracé du Tour du Mont Blanc. Donc là, c'est parfait. Voilà pour la planification de l'itinéraire. Après, vraiment lors du trek, pour le suivi de l'itinéraire, vous avez une multitude d'applications. Par exemple, sur les téléphones, vous avez Iphigénie pour les cartes IGN, vous avez Visorando, vous avez AllTrails, vous avez Komoot, bref, il y a une multitude d'applications qui font du suivi GPS. Moi, j'utilise personnellement l'application Komoot et je pense que je vais faire une vidéo, un de ces quatre, pour parler de cette application que je trouve géniale. J'en ai vraiment essayé plusieurs, c'est celle qui me convient le plus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de présentation de cette application parce que moi, je la trouve fabuleuse. En plus de ça, moi, j'ai ma montre, j'ai la Garmin Fenix 6X Pro où je charge mes itinéraires sur la montre. Là, sur le Tour du Mont Blanc, j'en ai pas eu besoin parce que le tracé du Tour du Mont Blanc est vraiment très bien balisé, donc il n'y a aucun souci à se faire. Et puis je voulais économiser de la batterie, donc j'ai pas chargé le tracé sur ma montre. Et pour finir, ce deuxième point, les traces GPX de mes différentes étapes du Tour du Mont Blanc, vous pourrez les retrouver dans les différents épisodes du Tour du Mont Blanc. Donc il y en a 3 en tout. Dans la description, vous avez les liens qui vous renvoient vers le site internet Komoot et où vous pourrez trouver le tracé et sûrement télécharger les traces GPX. Troisième point, la gestion de l'eau sur le Tour du Mont Blanc. Alors très honnêtement, sur le Tour du Mont Blanc, vous allez avoir du mal à tomber en rade d'eau, mais il faut quand même rester vigilant parce qu'il y a certains coins du Tour du Mont Blanc qui restent quand même assez arides et où c'est compliqué de trouver de l'eau. Par exemple, moi je me suis fait avoir 2 fois, notamment depuis Courmayeur quand on est remonté vers le refuge Berton. On n'a pas réussi à se ravitailler en eau en refuge Berton parce qu'ils avaient coupé l'eau en raison de la sécheresse. Après, on a marché sur le plateau il y a un plateau en Italie de 10 km, là vous avez retrouvé une multitude de sources, donc il n'y a pas de souci. Et le deuxième endroit où je me suis fait avoir, c'est la montée jusqu'à Plampras et ensuite le col de Brévent et le Brévent. Là c'est pareil, je pensais pouvoir me ravitailler à Plampras, finalement il n'y avait aucun moyen de se ravitailler en eau, il n'y avait pas de source, le restaurant était fermé et il y avait beaucoup de bivouaqueurs qui posaient leur tente ici qui avaient le même souci de ravitaillement en eau. Donc il a fallu monter jusqu'au col de Brévent et redescendre pour finalement trouver des petites étendues d'eau. Après l'eau était pas très bonne. Moi ce que je conseille c'est vraiment faire un gros ravitaillement avant de monter à Plampras. Après globalement il faut savoir qu'en montagne les refuges c'est environ tous les 10-12 km. Vous allez passer par une multitude de refuges lors du Tour du Mont Blanc et vous allez passer par une multitude de sources. Donc dès que vous passez par un refuge par exemple, buvez un grand coup d'eau, rechargez les gourdes, ça vous prendra 1 à 2 minutes maximum. Pareil si jamais vous passez par des sources, et comme ça au moins vous êtes tranquille et vous n'avez pas à vous soucier de tomber en rade d'eau sur votre trajet. Moi personnellement, à chaque fois que je fais des treks, je calcule quelle quantité d'eau je vais emporter avec moi puisque ça représente un poids quand même assez conséquent dans le sac et j'ai pas envie de me surcharger avec beaucoup trop d'eau par rapport à mes besoins. Donc moi ce que je fais c'est que je considère que toutes les 20 minutes environ, je bois 4 à 5 gorgées, ce qui représente en moyenne 20 centilitres d'eau. Si on considère qu'on a un refuge à peu près tous les 10-12 km, donc à une moyenne de 3 km/h, on va mettre 4 heures entre refuges, c'est-à-dire que pour 4 heures ça représente 2,4 litres, et je considère qu'entre chaque refuge je veux au moins avoir une source d'eau, donc je peux diviser par 2 la quantité d'eau, c'est-à-dire 1,2 litre d'eau, et moi je suis parti justement avec 1,25 litre. Donc ce que j'avais pour mes 1,25 litre, déjà j'avais ma gourde filtrante Katadyn Be-Free, que je n'utilisais uniquement pour filtrer l'eau, ensuite elle était vide le reste du temps et elle me servait seulement de stockage d'eau juste à la fin avant de me poser à un bivouac pour avoir de l'eau pour le lendemain matin. Ensuite j'avais une gourde de fitness classique de 75 centilitres qui me servait de stockage d'eau que j'avais dans une poche filée dans le sac. Et puis j'avais ma petite bouteille de 50 centilitres qui était dans le porte-gourde sur la bretelle qui me servait à m'hydrater à chaque fois que j'en avais besoin. Et donc au final j'avais uniquement 1,25 litre sur moi d'eau sur le Tour du Mont Blanc. Et ça l'a très bien fait, hormis les 2 petits endroits où c'était un peu compliqué, il a fallu que je me restreigne un peu, mais c'était tout à fait acceptable et franchement vous allez
il n'y a pas de souci à se faire sur le Tour du Mont Blanc concernant la gestion de l'eau. Après, 1,25 litre, c'est ma consommation personnelle, et ça, c'est quelque chose qui est propre à chacun, donc faites vraiment en fonction de vos habitudes, et n'allez pas vous mettre dans le rouge, et risquer de vous déshydrater, parce que je vous ai dit 1,25 litre, ça c'est vraiment en fonction de vous, donc faites selon vos habitudes. Quatrième astuce, pour préparer votre Tour du Mont Blanc, c'est la gestion de la nourriture. Alors déjà, si vous faites le Tour du Mont Blanc de refuge en semi-pension, la question de la nourriture, vous n'avez pas à vous la poser. Après, il faut savoir que ce mode de fonctionnement là est quand même assez contraignant parce que les repas dans les refuges en semi-pension c'est à une certaine heure, donc vous pouvez pas forcément vous permettre de vous blesser et de perdre plusieurs heures sur votre itinéraire, ou alors rester dans un coin pour profiter de la vue ou admirer des paysages et des animaux. Là vous allez devoir arriver plus tôt ou à l'heure du repas, parce que si vous arrivez beaucoup trop tard, on ne vous servira plus votre repas. Et c'est bien dommage. Par contre, si vous voulez faire de l'autonomie, là il y a deux solutions qui s'offrent à vous. La première solution, c'est de partir avec l'intégralité de votre nourriture pour l'ensemble du trek. Moi personnellement, je déconseille cette solution, notamment sur le Tour du Mont Blanc, parce que ça va peser vraiment lourd dans votre sac, ça va prendre beaucoup de place. Même si on n'est que sur des repas lyophilisés, des choses déshydratées, ça va quand même prendre beaucoup de place, donc vous allez devoir emporter un sac avec un litrage plus important, et ça représentera quand même plus de poids, surtout si on considère que un jour de nourriture pour un trek c'est entre 800 grammes et 1 kg, et que le Tour du Mont Blanc c'est en moyenne 7 jours, donc ça vous fait vite 6 à 7 kg dans le sac, donc c'est très lourd. Moi ce que je conseille plutôt, c'est de partir avec 3-4 jours de nourriture maximum, et dès que vous passez par exemple dans des grandes villes, Courmayeur, vous pouvez vous ravitailler. Et il y a une deuxième chose, c'est que par exemple les midis, quand vous passez devant des refuges, vous pouvez vous restaurer là, et puis garder la nourriture plus tard. Au final, moi avec 4 jours de nourriture dans mon sac, j'ai fait l'intégralité du trek, parce que quasiment tous les midis on a mangé dans des refuges. Après ça a quand même un coût financier de manger dans les refuges, donc ça c'est un choix personnel, mais en tout cas, même si vous ne mangez pas en refuge, vous avez tout à fait possibilité de vous ravitailler plusieurs fois sur le tracé du Tour du Mont Blanc, et vous évitez de partir avec des kilos et des kilos de nourriture dans le sac. Cinquième astuce, la gestion des vêtements. Alors ici pour les vêtements, on va pas parler de ce que j'ai emporté vraiment lors du Tour du Mont Blanc. Il y a une vidéo spécifique de présentation de mon sac que vous pouvez consulter, petite bulle info là en haut. On va plutôt parler de la gestion des vêtements, des lessives, comment j'ai fait lors du Tour du Mont Blanc. Donc pour résumer grossièrement ce que j'avais emporté quand même, j'avais donc pour la partie marche le jour, j'avais ma casquette, un hoodie en laine mérinos, un caleçon en laine mérinos, un pantalon convertible de chez Decathlon, une paire de chaussettes et mes chaussures. Pour la nuit, j'avais un haut en mérinos, un collant thermique et une deuxième paire de chaussettes. J'avais également une doudoune à côté pour le soir, et puis j'avais ma Rachel en plus qui servait uniquement quand il pleuvait. Ici, je veux plutôt parler de comment j'ai fait, parce que les vêtements, c'est quand même un sujet sensible où beaucoup de personnes ont peur de sentir mauvais, que ça va pas être agréable, qu'on va se sentir sale, etc. Moi, personnellement, le hoodie que j'ai porté en laine mérinos, il a tenu une semaine sans avoir de réelle odeur. Il y avait effectivement quelques coulées blanches, donc la sueur qui est un peu salée, qui faisait des traînées blanches, mais au niveau de l'odeur, c'était tout à fait acceptable. Et ça, c'est vraiment propre à la laine mérinos, qui est un matériau antibactérien et donc qui retarde l'apparition d'odeur. Ça dépend effectivement des marques, j'en parle dans ma vidéo de présentation de mon sac. Moi, personnellement, les mérinos de chez Decathlon me conviennent pas forcément, mais il y a plein de personnes qui me disent que c'est super et qu'ils ont aucune odeur après plusieurs jours, donc ça c'est vraiment propre à moi. En tout cas, la laine mérinos, c'est super lors d'un trek longue distance. Après, au niveau des chaussettes, je suis parti avec 2 paires de chaussettes et ça l'a fait largement. J'ai vu lors du Tour du Mont Blanc plein de gens qui avaient accroché à l'arrière de leur sac 4-5 paires de chaussettes, alors que moi je considère que ça sert à rien, parce que moi je suis parti avec 2 paires de chaussettes, donc des chaussettes en laine mérinos qui pouvaient tenir, allez on va dire 2 jours maximum, après au-delà ça commence à sentir, il y a un petit fumet quand même, mais au bout de 2 jours, quand j'arrivais le soir dans un camping ou sur mon lieu de bivouac, je faisais une petite lessive dans un cours d'eau ou lors de ma douche si jamais c'était dans un camping, je mettais pour le soir mes chaussettes propres qui étaient dans mon sac, je dormais avec, le lendemain matin je repartais avec pour 2 jours, et les autres elles avaient largement le temps de sécher sur l'arrière du sac toute la journée. Donc faire un roulement avec 2 paires de chaussettes sur un trek longue distance, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de s'encombrer avec une multitude de paires de chaussettes. Après, au niveau du caleçon, j'avais dit que je partais qu'avec un seul caleçon. Je me suis un peu ravisé à la dernière minute, non pas parce que j'avais peur que ça sente mauvais, j'avais déjà marché 4-5 jours avec des caleçons en laine mérinos, il n'y avait aucun souci. C'est juste que je me suis dit, si jamais il pleut et que je suis trempé, c'est quand même agréable d'avoir un caleçon sec pour aller se coucher le soir, et c'est exactement ce qui
qui s'est passé, puisque lorsqu'on est arrivé au col de Balme, on était sous l'orage, on était trempé, et après en redescendant du col de Balme pour trouver la petite cabane de berger où on s'est posé la nuit, j'étais quand même bien content en arrivant là-bas d'avoir un caleçon sec, mais c'était uniquement pour cette raison et c'était pas du tout en raison de l'hygiène ou des odeurs, sinon je serais parti qu'avec un seul caleçon. Et enfin pour le bas, c'était le gros dilemme à l'époque quand je préparais mon sac, est-ce que je prends plutôt un short, est-ce que je prends plutôt un pantalon, est-ce que je prends un pantalon convertible? Effectivement le pantalon convertible s'est avéré la solution la plus pratique. La journée vous êtes en short, le soir si vous avez froid vous êtes avec le pantalon complet. Moi c'était quand même un dilemme parce que je me suis dit est-ce que je vais m'encombrer avec un truc avec un pantalon avec des zips qui sont un peu galères à remettre, est-ce que je pars pas uniquement avec un short? Et finalement j'étais parti sur la solution, donc comme je le disais, du pantalon convertible. Et le premier jour en partant des Ouches, il faisait déjà chaud, j'enlève le bas, je le laisse dans la voiture, donc je pars avec uniquement un short. Et au final ça l'a très bien fait puisque les 3/4 du temps il faisait chaud, la journée il faisait très chaud, le soir il faisait quand même relativement bon, il faisait un peu frais le matin. Il y a 2 matins sur les 6 jours de trek, je suis parti avec le short et par-dessous mon collant thermique. Ça c'était un peu le bémol parce que le collant thermique pour l'enlever, il faut enlever les chaussures, enlever le short, enlever le collant thermique, voilà, et tout remettre. Donc ça c'était un peu la galère, contrairement à des collants thermiques qui sont full zip et qui s'enlèvent en un claquement de doigts, comme par exemple le Couillou, si je dis pas de bêtises, mais c'est je pense une des seules marques qui fait ces collants thermiques. Voilà en tout cas pour la gestion des vêtements lors du trek. Si jamais vous avez d'autres petites astuces sur la gestion des vêtements lors de votre trek, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires et d'en faire partager à tout le monde. Ça peut être super intéressant d'avoir des échanges sur ces sujets. 6e et dernière astuce pour bien préparer votre trek, votre tour du Mont Blanc, c'est la gestion de l'énergie. Alors au début, moi j'avais vraiment peur de partir avec une toute petite batterie externe de 10 000 mAh qui peut charger maximum 3 fois votre téléphone portable. Et au final, ça a suffi largement. Je suis même arrivé au bout du 6e jour aux Ouches avec encore quasiment la moitié. Alors comment on fait concrètement avec des batteries externes qui sont petites lors d'un trek longue distance? Et bah par exemple sur le Tour du Mont Blanc, vous pouvez passer tous les midis en refuge. Si jamais vous mangez là, vous pouvez demander gentiment de brancher votre téléphone portable, votre montre ou votre caméra par exemple, pour gagner quelques dizaines de pourcents de batterie sans avoir utilisé votre batterie externe. Moi ce que je recommande c'est d'avoir un chargeur assez péchu avec minimum 2 prises USB. Il y a des chargeurs qui sont extrêmement puissants, par exemple des 48 watts, moi j'avais un 24 watts donc bon ça chargeait relativement rapidement, mais il existe des chargeurs beaucoup plus puissants où là vous pouvez quasiment faire une charge complète en 1 heure sur 2 équipements par exemple. En tout cas sur le TMB, à chaque fois qu'on s'est arrêté dans un refuge le midi, on nous a jamais refusé de charger notre téléphone portable du moment qu'on consommait. Et donc ce mode de fonctionnement là vous évite de partir avec des énormes powerbanks qui pèsent très lourd, et évitez également de prendre les powerbanks avec les panneaux solaires intégrés parce que de toute façon ça marche pas, et ne prenez pas non plus de méga panneaux solaires que vous accrochez à l'arrière du sac qui pèsent souvent plus d'1 kg, parce que sur le Tour du Mont Blanc ça vous servira à rien. Après c'est justifié sur d'autres treks qui sont dans des endroits beaucoup plus hostiles, vous avez beaucoup moins de refuges, etc. Ça j'en discute pas, mais par contre sur le Tour du Mont Blanc pour moi c'est inutile. Enfin pour la gestion de l'énergie, si jamais vous prévoyez de vous poser une ou plusieurs fois dans des campings, là c'est pareil, quand vous allez payer votre emplacement de camping, vous allez avoir l'accès à l'eau mais également à l'énergie. Donc vous allez pouvoir recharger vos appareils électroniques, votre batterie pendant par exemple votre douche, ou même pendant la nuit, si vous avez confiance de laisser votre powerbank à côté d'une multitude d'équipements électroniques d'autres personnes et vous dire est-ce que je vais le retrouver demain. Moi en tout cas je m'étais posé la question quand on était au camping Les Rocailles à Champex-Lac, il y avait des prises sous le haut-vent où tout le monde venait manger, j'ai rechargé pendant le repas et pendant la douche. Par contre quand je suis allé me coucher, j'ai tout remballé parce que j'avais pas forcément confiance et j'avais peur de ne pas retrouver ma powerbank le lendemain matin. Donc voilà pour ces 6 petites astuces pour bien préparer votre Tour du Mont Blanc, et certaines astuces s'appliquent également à la préparation de tous les autres treks. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai appris des choses, et j'espère qu'elle vous a aidé à vous préparer dans votre prochain trek ou Tour du Mont Blanc. Comme dit en début de vidéo, si jamais il y a des points que je n'ai pas abordés, que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je réponds à tout le monde. Et sinon, merci à tous, nous sommes maintenant plus de 1000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment incroyable. Et à cette occasion, j'organise bientôt un concours pour gagner un petit lot sympa pour l'occasion des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc le concours se passera sur YouTube et également sur Instagram. Donc restez connectés pour l'arrivée du concours, ça va être imminent, ça va être dans les prochaines semaines. Sinon, si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!